sommes une fois de plus au cœur des législatives. Tant de convictions et de séduction de l'électorat, les partis politiques sont invités à décliner leurs ambitions et leurs stratégies d'action. Pour ce faire, cette tribune leur est offerte par le Conseil supérieur de la communication. Et pour chaque numéro, ils sont 6 à être invités. Ce soir, 5 ont répondu présents, à savoir Sidoya, un regroupement d'indépendants à ma gauche, avec Madame Diaye Siritier Kadjatou. Bonsoir Madame. Bonsoir. J'ai également à ma droite le Sénat BF, Congrès des Nations africains, avec Paulin Sanfo. Bonsoir Monsieur Sanfo. Bonsoir. Également avec nous le NCC, notre cause commune, avec Monsieur Jean-Claude Kaboré. Bonsoir Monsieur Kaboré. J'ai aussi la JEB, la jeunesse intègre engagée pour le changement, avec Monsieur Salfo Ouedraogo. Bonsoir Monsieur Ouedraogo. Bonsoir Madame. Et également à nos côtés l'UPR, l'Union pour la République, avec Monsieur Khalifa Paul Boué. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Merci à tous d'avoir répondu présent. Je vais donc me tourner vers la seule dame de ce plateau, Madame Diaye. Je suis électrice et je vous demande de me parler de votre parti, que j'apprenne à mieux vous connaître. D'accord, merci Madame. Et le regroupement d'indépendance Sidoya a vu le jour de façon officielle le 31 août 2020. Cependant, son projet a été longuement et savamment préparé avant cette date. Ça veut dire que les activités de Sidoya étaient bel et bien menées avant cette période. Donc, la naissance de Sidoya, c'est un bébé en bonne santé, gros, qui est né le 31 août 2020. Et qu'est-ce que Sidoya poursuit comme idéal? D'abord, Sidoya ouvre le chemin de la vérité. C'est ce que ça veut dire en langue morée. En langue morée, le chemin de la vérité. C'est d'abord une autre façon de faire la politique. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec la gouvernance élitiste et aller vers les aspirations réelles de nos populations. D'accord. Alors, Monsieur Boué, c'est une question qui s'adresse également à vous. Oui. Après, nous aimerions mieux connaître votre formation. L'Union pour la République, comme vous l'entendez, c'est un parti républicain, mais d'inspiration libérale. Et vraiment qui prône pour une société vraiment solidaire. Et l'Union pour la République est un parti qui a déjà fait ses preuves sur l'échiquier politique du pays. Nous avons été 4 fois à l'Assemblée nationale. Notre président, que vous connaissez très bien, M. Hussein Abel Koulibaly, a déjà été ministre lors du régime passé. Et pour nous, l'Union pour la République, comme vous l'entendez, nos actions sont basées sur un développement communautaire et non individuel. Voilà. Et notre président, tous nos candidats et tous nos élus députés, nous leur disons d'avoir un seul esprit, être proche de ceux qui vous ont élus. Et c'est ce que nous menons, et c'est ce qui fait chaque fois que nous avons la chance de revenir à l'Assemblée. Parce que vous êtes resté attaché à votre base. Nous sommes restés attachés à notre parti, nous sommes restés attachés à ceux qui nous ont amenés à l'Assemblée nationale. D'accord. Ces voix-là, ces gens qui ont osé prendre un bulletin pour vous, mais il faut être reconnaissant. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Paulin Sanfo, que dire donc du Sénat BF? Merci Madame. Le Congrès des Nations africaines Burkina Faso, Sénat BF en abrégé, c'est un parti politique d'obédience panafricaniste. Et nous ambitionnons en fait de réconcilier les Burkinabés entre eux, de réconcilier les Burkinabés de l'intérieur, en fait les Burkinabés avec le Burkina Faso avec l'extérieur. Voilà. Le Burkina Faso et puis les autres nations. Nous voulons aussi mettre l'accent sur le développement endogène en faisant la promotion de ce que nous produisons et de faire aussi la promotion de la production de ce que nous devons consommer. Et dire aussi non quelque peu à l'aide étrangère qui étouffe avec le développement durable, le développement véritable. D'accord. Est-ce une première pour vous, cette expérience des législatives? Les législatives, c'est la première fois que nous sommes candidats. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Jean-Claude Kaboré du NCC. Voilà. Que retenir donc du NCC?
NCC, c'est un parti qui est né en avril 2018 à partir donc de 3 questions principales. Comment atteindre une démocratie intégrale et tolérante qui peut réconcilier les aspirations individuelles et collectives donc, des populations? Comment faire du Burkina Faso un pays où le peuple abreuvé de vérité, de justice, de sincérité avance au pas de sacrifice vers le véritable progrès? Et comment abattre les murs étanches qui séparent les Burkinabés et mettre fin au cycle de la violence? Parce que les politiciens de l'ordre ancien ont construit des murs entre eux qui font qu'aujourd'hui notre tissu social est fissuré. Et nous, en tant que jeunes, voilà, qui avons de la vision, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir, nous sommes dit que nous avons un devoir d'agir. C'est pour ça donc que nous avons lancé notre cause commune, un parti qui a inventé une nouvelle ligne politique, le pragmatisme progressiste, qui est de la social-démocratie non dogmatique, qui puise ses sources dans le patrimoine culturel de Burkina Faso, qui tient compte des réalités du Burkina. Au lieu de faire du mimétisme servile et inutile là, en empruntant des schémas de développement que les autres ont créés, nous avons dit qu'il faut tracer une voie qui utilise donc nos propres chemins de développement, qui tient compte de nos réalités et de nos besoins objectifs. Vous vous fondez donc sur un développement endogène? Nous nous fondons sur un développement endogène. Nous nous inscrivons dans une dynamique donc, de réforme en profondeur donc, de notre société burkinabé. Aussi bien l'administration publique que tous les domaines régaliens. Donc vous également, vous visez la rupture? Nous visons la rupture, le renouvellement générationnel et la rupture de gouvernance. D'accord. Alors au niveau de la JEP, la jeunesse intégrée et engagée pour le changement, qu'est-ce que vous poursuivez? Oui, la jeunesse intégrée engagée pour le développement, c'est un regroupement d'indépendants, de jeunes. Et des jeunes qui ont décidé de rompre avec les vieilles habitudes. Parce que chaque année, pendant la période électorale, on parle toujours de la jeunesse, mais en réalité, la jeunesse n'a pas sa place, en réalité. Donc, c'est un regroupement de jeunes, intègres, consciencieux, qui ont décidé pour une première expérience de s'unir et puis occuper la place qu'il leur faut sur la sphère des décisions. Parce que chaque année, la jeunesse est toujours à la marge des choses. On parle toujours de la jeunesse, mais en réalité, la jeunesse n'a pas la place. La place de la jeunesse reste toujours à pouvoir et on ne peut pas s'asseoir pour qu'on vienne nous donner cette place. Et cette place, il faut l'arracher. Et nous avons décidé de l'arracher par la voie des yeux. Vous avez décidé de rentrer dans l'arène politique. Tout à fait, parce que le courage de la jeunesse burkinabé n'est plus à démontrer. Maintenant, ce que nous demandons, c'est la volonté. La volonté de cette jeunesse de changer les choses. Et nous voulons le faire par les voies des yeux. D'accord. Alors, une fois que cette jeunesse va réussir à conquérir les urnes et se retrouver à l'hémicycle, qu'est-ce que vous entrevoyez comme domaine prioritaire à changer? Oui, le premier domaine que nous allons nous y mettre, c'est vraiment l'emploi. Et nous avons un projet de loi que nous allons soumettre. Et ce projet de loi vise à recadrer la sous-traitance. Parce que présentement au Burkina, la sous-traitance, ça freine en réalité l'emploi. Parce que quand on dit l'emploi, c'est l'administration, c'est le privé et c'est aussi l'auto-emploi. Maintenant, au niveau des privés, il y a des sociétés de sous-traitance, au lieu de permettre à ces structures d'embaucher directement, ils créent des sociétés de sous-traitance et qui travaillent en intermédiation avec les sociétés mères. Et ça ne donne pas en réalité la place à cette jeunesse de pouvoir avoir de l'emploi. Est-ce que la naissance de ces sociétés de sous-traitance aussi n'est pas due à une demande qui s'est présentée sur le marché, parce que plusieurs jeunes aussi disent on veut du boulot mais on ne sait pas où aller, et ces sociétés-là interviennent aussi comme des intermédiaires entre les sociétés qui ont besoin de recruter et cette jeunesse aussi qui a besoin de travail? Oui, on ne peut pas lutter contre ces sociétés, le besoin y est, mais il faut recadrer. Il faut recadrer. Par exemple, il y a des domaines précis où il ne doit pas avoir de sous-traitance. Par exemple, quand on prend un domaine, par exemple dans une banque, la caisse, ce n'est pas un emploi temporaire, c'est un emploi permanent. On ne doit pas avoir de sous-traitance au niveau de la caisse, par exemple. Et deuxièmement, nous allons travailler à recadrer le secteur informel. Parce que le secteur informel est pourvoyeur d'emploi, mais mal cadré, et ceux qui y sont ne savent pas qu'ils ont de l'emploi. Et si vous allez voir, il y a des gens qui sont dans le secteur informel,
ce qu'ils perçoivent par mois, ils n'en vivent pas un de l'administration, mais ils n'ont pas pris cette conscience qu'ils peuvent s'organiser avec ce qu'ils gagnent et puis faire des déclarations au niveau des structures sociales et puis bénéficier des protections qu'il faut. Donc c'est un travail que nous allons faire et nous avons aussi un projet de loi pour les équiper. Équiper tous les jeunes qui veulent entreprendre à faire des acquisitions d'outils, acquisition de matières premières à faible coût. Et nous voulons faire ces équipements, un projet d'équipement à grande envergure et que nous allons soumettre à l'Assemblée. D'accord. Alors, M. Jean-Claude Kaboré, est-ce des priorités que vous également vous partagez ou est-ce que vous placez aussi, vous estimez qu'il y a d'autres domaines dans lesquels il faut agir pour faire bouger les choses? Au niveau de la jeunesse, il y a plusieurs domaines où il faut agir pour faire bouger les choses. D'abord, la transformation de notre tissu productif. Vous savez que les gens viennent de l'extérieur prendre la tomate burkinabé. Ils partent mettre dans les boîtes pour venir nous vendre ici. Les gens viennent prendre les noix de qualité et partent fabriquer du chocolat et de la pommade pour venir nous revendre. Alors que nous pouvons transformer ça. Parce que Dieu a béni le ciel burkinabé. Il y a le soleil en abondance et le soleil est devenu source d'énergie. Donc si nous investissons dans les centrales solaires, des grandes centrales solaires, si on construit, on va arriver à réduire la facture énergétique là. Nous pouvons même avoir suffisamment d'énergie et à vendre même à d'autres pays qui en ont besoin. Et la production industrielle là sera faite donc à moindre coût. Parce qu'actuellement, quand on dit qu'on peut produire ici, monter des usines, on dit que non, nous n'avons pas d'électricité. Mais nous avons de l'énergie solaire. Il faut construire des grandes centrales. Alors, donc, c'est des idées que les gens n'en ont pas. Si on arrive à faire ça, ça veut dire que ça va résorber le chômage. Mais de plus en plus, il y a un encouragement à l'utilisation des énergies renouvelables comme le solaire. Oui, nous encourageons donc l'État même à investir beaucoup dans le solaire. Et nous disons, nous avons un projet qu'on appelle le projet Soulga. Ça veut dire que dans tous les arrondissements, toutes les communes rurales et autres du Burkina Faso, on va construire des grands ateliers. À l'intérieur des ateliers, il y a plusieurs métiers. Et les jeunes vont venir s'inscrire pour la formation aux métiers. La menuiserie, la mécanique, l'électricité, l'électronique, la boucherie, etc., etc. Et les formateurs là, ce sont les praticiens qui se retrouvent dans nos arrondissements et dans nos secteurs, dans nos villages, qui vont être les formateurs. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de curricula pour pouvoir faire ces formations-là. Et chaque jeune, à la fin de sa formation, reçoit les outils de travail et un financement pour pouvoir s'installer à son compte. Et je vous dis que si on arrive à faire ça, au bout de 5 ans, vous allez voir que le chômage, là, s'il n'a pas disparu, il a reculé. Et nous avons bien d'autres projets qui doivent faire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons demander de voter des lois pour cela. Au niveau donc de nos collectivités territoriales, vous voyez les différents fonds qu'on a créés pour appuyer les femmes, appuyer les jeunes et autres. Tel que ça se présente là, c'est pas très productif. Parce que l'argent qu'on met même dans l'administration, le fonctionnement même de ces fonds-là, ça bouffe carrément l'argent qui devait aller directement aux bénéficiaires pour faire leur travail. Donc nous suggérons qu'au niveau des différentes communes là, on crée des caisses communales de développement qui vont donner des microcrédits à ceux qui travaillent. Les hommes de métier, les menuisiers, les mécaniciens, les femmes qui sont dans les marchés, voilà, etc. Et vous voyez que si on arrive à faire ça là, non seulement un sentiment d'appartenance à la société, à l'arrondissement, au pays, mais également ça va développer le tissu productif local. D'accord. Alors on va s'intéresser au projet du Sénat-BF, M. Sanfo. Ok, merci. Et le Sénat-BF prône d'abord la paix, la prospérité et les grâces divines. Quand on parle de grâces divines, il faut comprendre que notre pays en bénéficie beaucoup. Parce que tout ce qui s'est passé au Burkina Faso, si ce n'est pas par la main de l'Éternel, ce ne serait pas facile. Et même déjà en 1932, on avait été scindé en 3 entre des pays voisins pour être reconstitué en 1947. C'est aussi une grâce divine. C'est pour dire que nous devons prendre conscience de la présence de Dieu dans notre nation. Ok. Comme priorité, nous voulons vraiment promouvoir la paix, la cohésion sociale, sans justement laquelle nous ne pouvons pas commencer à amorcer un développement véritable et réel pour notre pays.
Il faut œuvrer à consolider la paix. C'est ce qui est prioritaire chez nous. Secondo, nous disons que nous devons en fait travailler pour industrialiser quelque peu au développement industriel de notre pays, notamment dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine du textile. Et c'est ce que je disais tantôt. Parce que si nous devons consommer, en fait, importer tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation, c'est un problème. Si nous devons importer tout ce dont nous avons besoin pour nous habiller, c'est un problème. Donc il faudrait repenser. Et nous pensons qu'il faudrait aussi automatiser la production agricole, c'est-à-dire repenser les activités sylvo-agro-pastorales en procédant à l'automatisation du secteur et créer des chaînes de valeur. Nous disons aussi qu'il faudrait repenser notre éducation, l'enseignement et la formation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplômés qui ne savent pas quoi faire. Et ce sont des cas sociaux. Je pense qu'il y a lieu de former les gens avec l'esprit entrepreneurial pour aborder dans le même sens que le président du NCC. C'est-à-dire qu'à l'école, dans nos universités, il faudrait procéder à ce que les Anglais disent le learning by doing. Il y a la théorie d'un côté, mais aussi il y a la pratique de l'autre. Il faudrait concilier les deux. Il faut qu'il y ait un clivage entre les deux pour que nous ne ferons pas des diplômés, en fait, qui vont créer des soucis. Parce qu'ils vont passer tout le temps à développer des concepts qui ne tiennent pas. Ainsi, vous l'avez remarqué, de plus en plus, la tendance est à l'encouragement à l'entrepreneuriat. Oui. Et il y a également les lycées scientifiques qui sont mis en place. Oui, ce sont des efforts que moi je salue, nous saluons, parce que ces efforts, il ne faudrait pas tout de suite penser que le pari est gagné. Il faudrait aller au-delà de ce que nous avons constaté. Il faudrait qu'on passe à une vitesse supérieure. Vous voyez, nous sommes assez nombreux, les jeunes, au Burkina Faso. Je pense qu'il faut encore accélérer le processus. Aussi, nous pensons qu'il faudrait voir le cas des personnes handicapées. Il ne faut pas que ce soit un fardeau pour le pays. Il faudrait trouver la formule pour les occuper, parce que ce sont des gens qui sont très doués. Il faut les impliquer dans le processus. Il faut les impliquer. Il ne faudrait pas passer le temps à leur donner 10 francs par-ci, 15 francs par-là. Non, il faudrait penser à les utiliser dans le processus économique. Parce que si vous prenez le cas de certains pays, comme je l'ai dit tantôt, au Maroc, en Tunisie, vous voyez les plats en porcelaine. Souvent, ce sont des personnes handicapées qui font ces travaux. Mais celles qui sont ici également ne sont pas oisives, vous savez. Avec le forum qu'on organise chaque année depuis 2 ans maintenant, certaines ont l'occasion de faire valoir en tout cas leur talent et de profiter aussi de financement pour les activités génératrices de revenus. Ok. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je voulais dire qu'on peut encore mieux faire. D'accord. Le début est là, mais on peut encore mieux faire. D'accord. Voilà, sinon c'est un peu timide. D'accord, ok. Alors, Madame Ndiaye Siratier. Siritier, oui. C'est ça, autant pour moi alors. Citoyen, le regroupement d'indépendants, qu'est-ce que vous entrevoyez? Merci Madame. En fait, nous, notre vision, c'est quoi d'abord? C'est la cohésion sociale. Quand vous le regardez sur notre logo, on voit des hommes et des femmes qui se tiennent la main. Donc, notre première chose passe d'abord par cette cohésion sociale-là. Et une fois que nous allons pouvoir instaurer cette cohésion, qui ne peut se passer que avec, bien sûr, une réconciliation de l'ensemble de tous les Burkinabés. Donc, notre premier cheval de bataille, c'est cette cohésion sociale à travers la réconciliation et tout ce qu'il faut pour que cette réconciliation soit bien menée. Et aussi, nous sommes engagés dans un esprit de développement endogène. Un esprit de développement endogène en ce sens, comme je viens de vous le dire, nous voulons rompre avec la gouvernance élitiste. Nous avions parmi nos candidats des candidats qui sont vraiment bien outillés dans plusieurs domaines de métiers, comme la menuiserie, la formation pour la fabrication de savon, l'élevage, l'agriculture, et aussi nous avions des experts comptables, nous avions des juristes. En fait, ce choix a été fait pour que
ces représentants de nos populations puissent après servir de relais auprès des populations en guise de formateurs. Donc ils auront, en tout cas, une fois qu'ils seront élus, ils auront la lourde tâche d'assumer la formation de cette population-là à la base dans ces différents domaines d'activité. Parce que tout le problème de l'employabilité, c'est en fait le manque de formation. Donc les gens, ils mènent leur activité comme ça, à vue, et ça ne permet pas vraiment de pouvoir en retirer les bénéfices qu'il faut. Donc nous allons vraiment nous atteler à ce que ça soit une réalité, que nos populations, surtout nos jeunes populations, soient bien formées dans les différents domaines de métiers qu'on peut rencontrer au Burkina ici. D'accord. Monsieur Boué de l'UPR. Oui. Bon, je le dis tantôt que l'UPR prend une société vraiment nationale au niveau du pays, mais qui parle vraiment de société, parle de paix. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, une cohésion sociale. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et un du parti, je ne sais pas sur lequel, Sinaber, a parlé d'un développement endogène. Notre parti vraiment a vraiment cette option-là. Vraiment mener des activités qui répondent réellement aux besoins de la population. Ce dont nous avons vraiment besoin pour nous épanouir individuellement et vraiment s'intégrer dans cette société sociale. Et à quel niveau est-ce que vous situez ces besoins-là en dehors donc, de la cohésion sociale? Et ces besoins-là. Bon, et vraiment on a dit que bon, pour vraiment répondre vraiment à ces besoins, il faut vraiment revoir un certain nombre de systèmes. On a dit tout à l'heure que notre système éducatif faisait vraiment défaut. On ne dit pas que ça ne fait rien, hein, mais il faut revoir vraiment notre système éducatif. Un problème d'emploi. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Bon, nous, si vous voyez, regardez autour de nous, tous les lycées que nous prenons, tout le monde vise la même chose. Concours direct, concours direct, concours direct. Tout le monde veut sortir, 1 million de personnes veulent sortir par une petite porte. C'est qu'il faut refaire notre système éducatif. Et c'est ça notre problème quand nous allons arriver à l'Assemblée nationale. Il a dit tout à l'heure qu'il faut lier l'intelligence à la main. C'est-à-dire, au-delà des activités intellectuelles, il faudrait que nous allions aux activités pratiques de production. C'est ça que je voulais parler. Voilà, pour refaire. En fait, c'est un système auquel il faut réfléchir. Il y a déjà eu au Burkina Faso, si vous vous rappelez bien, des états généraux de l'éducation. Moi, je prépare à ça, mais dès que je suis sorti, je me suis dit tout de suite que c'est quelque chose qui allait rester sous les tiroirs. On a écrit du beau français, mais rien n'était réalisable. Si cela était fait, aujourd'hui, on ne serait pas là. Est-ce que vous-même, en tant que participant, vous n'avez pas donné des solutions qui étaient pratiques? Nous avons donné des solutions. Moi, personnellement, j'ai donné des solutions parce que je suis formateur. Moi, dans ma classe, lorsque je forme des gens prêts à être utilisés, soit à la santé, soit à l'ENEP, quelquefois je me dors, mais je me demande que vont devenir ces gens-là, sur lesquels leurs parents, leurs amis comptent pour survenir aux besoins de la famille. Donc, il faut recadrer ça. Lui, il a dit tout à l'heure que les sous-traitants, c'est bien, mais il faut cadrer. On a créé beaucoup d'écoles privées. C'est bien, ça fait développer. Mais tant que ce n'est pas cadré, mais c'est des gens qu'on forme, et après, c'est des qualités, une ressource humaine prête à être utilisée, mais qui reste dans le vide. D'accord. Oui, parce que tout le monde veut aller rejoindre la fonction publique, et les cliniques privées, et les écoles privées. Mais tout le monde sait comment ça se passe là-bas. Dans notre vision, c'est vraiment de trouver des solutions vraiment idéales à ça. Et permettre, comme l'on l'a dit, aux jeunes de prendre leur place. D'accord. Pour donner la place. C'est pour ça, lors du dernier congrès, nous avons mis un maximum d'élèves et étudiants dans le bureau national exécutif. Il faut mettre fin. On ne peut pas permettre à des gens de continuer d'aller à l'Assemblée nationale avec des cannes. Donner la place aux jeunes. Voilà. D'accord. Alors, l'UPR qui n'est pas à sa première expérience, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Oui. Alors, est-ce que depuis ces 3 ou 4 années où vous avez siégé au sein de l'hémicycle, vous n'avez pas réussi à faire bouger les lignes au niveau de ces domaines que vous venez donc de citer? Oui, ben, faire bouger ces lignes-là, c'est difficile à mesurer, mais nous avons fait ce que nous pouvons faire dans certaines régions. Si c'est pourquoi, c'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque nous avons des élections, les gens viennent toujours vers nous. Et c'est ce qui nous permet d'aller à chaque élection aux législatives. Sinon, il y a longtemps, les gens nous auraient abandonnés. Hein.
Si on prenait l'argent pour nous mettre dans nos poches, il y a longtemps, les gens nous auraient abandonnés. C'est ce que je disais. Après les législatives, les prochaines législatives commencent. C'est-à-dire nous commençons déjà notre programme de réalisation. Cette campagne-là, avant qu'on ne commence, nous avons déjà réalisé dans certaines régions et dans certaines provinces des forages où vraiment il y avait un problème d'eau. Mais ces populations aujourd'hui-là, on n'a plus besoin d'aller battre campagne là-bas. On ne parle pas de campagne, hein. Il ne faut pas attendre cette période pour aller vers les populations. C'est après c'est après les élections, après une réussite efficace des élections qu'il faut aller tout de suite répondre aux besoins de la population. C'est ce qui fait notre vision. Bon, Dieu aidant, ça nous fait une chance pour nous d'aller chaque fois à l'Assemblée. Je pense que si ça reste comme ça. Vous savez que vous êtes également attendu sur le front législatif parce que les textes de loi, c'est ce qui aussi amène le gouvernement à se soumettre à ce caractère contraignant donc, des lois. Oui, ça je suis d'accord. Oui. D'accord. Alors, je vais également passer la parole à nos amis du NCC. Voilà. Comment est-ce que vous comptez faire passer toutes ces ambitions-là, tous ces projets-là au niveau de l'hémicycle? D'accord. Et vous voyez notre cause commune en s'engageant donc pour les législatives, nous avons décidé, de délier les amarres du vaisseau de la liberté. Deuxièmement, de briser les chaînes de l'obscurantisme. Troisièmement, de mettre fin à la médiocrité et à la veulerie. On est assez curieux de savoir comment vous allez faire pour arriver à tout ça. Oui, justement, puisque nous sommes un des rares partis qui part à l'Assemblée nationale avec un projet de société parlementaire, qui est le parlementarisme révolutionnaire de réforme et de transformation sociale. Ça veut dire que c'est un type nouveau de parlementarisme qui rompt avec le parlementarisme classique actuel, où les gens partent pour faire des applaudissements et c'est un parlementarisme de sinécure. Donc c'est des gens qui vont venir avec des idées, véritablement pour travailler pour le pays. Donc il faut mettre fin même aux dynasties politiques. Parce qu'il y a des gens qui sont là, la politique là c'est comme leur propriété. Voilà. Ils ne peuvent plus apporter de nouvelles idées, mais ils sont toujours là. Ils ne bougent pas. Donc il faut qu'on arrive à mettre fin à ces dynasties politiques. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, si nous sommes élus, nos députés vont proposer un certain nombre de réformes qui vont passer notamment par des assises et des états généraux. Non seulement il faut immédiatement et impérativement les assises nationales sur la réconciliation, il faut les états généraux de l'éducation, comme le doyen de l'UPR disait tantôt, il faut qu'il y ait des états généraux sur le foncier et l'habitat. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a un problème foncier très sérieux. Lorsqu'on passe de 6 sociétés immobilières en moins de 4 ans, en l'espace de 4 ans, on se retrouve avec plus de 200, ça pose problème. Ça veut dire que le lotissement là, a été privatisé. L'État s'est désengagé du lotissement, on l'a privatisé. Alors que vous savez que des secteurs sociaux, tels que le logement, tels que la santé, tels que l'éducation, ne doivent pas subir la rigueur de la loi du marché. Il faut que l'État prenne ses responsabilités dans le domaine. Donc, vous voyez, c'est des réformes que nous allons proposer au niveau de tous les domaines. Et même, il faut même qu'il y ait d'autres états généraux de la justice. Et pourquoi pas des états généraux de la défense et de la sécurité, qui va aboutir à l'adoption d'une nouvelle loi programmatique pour la militaire. Parce que vous savez qu'actuellement, avec le terrorisme là, on s'est rendu compte que le système que nous on avait là n'était pas adapté. Donc, si vous voyez la loi de programmation militaire, c'est une des premières lois de programmation militaire qui tient compte véritablement de nos réalités. Parce que on s'est retrouvé face à une situation où on devait réagir. Donc, nos députés l'avons proposé toutes ces réformes-là, et à l'issue donc des assises et des états généraux, il y a des projets de loi qui doivent être formulés. Et vous voyez que notre État-là doit être refondé. Notre État-là doit être revu pour être adapté à nos réalités et à nos besoins. Parce que le modèle étatique que nous on a là, c'est un modèle qui est importé. Mais les autres n'ont pas fabriqué ça pour nous. Quand Karl Marx réfléchissait et parlait de son socialisme, il n'a pas parlé de ça pour nous. Il parlait de l'Europe et des autres. Nous sommes allés prendre. Même le libéralisme.
le libéralisme d'Abraham et autres là. Ils n'ont pas fabriqué ça pour nous, ils ont fabriqué ça pour eux. Donc il faut que nous ayons nos propres modèles adaptés à nos réalités. Et j'ai parlé tantôt des sociétés surrogates et des caisses communales de développement au niveau des communes. Vous voyez que la décentralisation là, et tant qu'on ne fait pas une décentralisation intégrale, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs de développement. Parce que nous allons toujours utiliser un modèle que les autres ont inventé, un modèle qui n'est pas adapté. Alors ici là, c'est en boostant le développement local qu'on arrive à booster tout le développement. Et entre autres réformes, nous allons proposer donc la création. Et même les partis politiques, ceux qui sont candidats là, s'ils sont élus, ils peuvent prendre nos idées. Hein. Notre cause commune est à la disposition de tout le monde. Nous ne sommes pas égoïstes ni égocentristes. Toutes nos idées, là, nous partageons. Tant que les gens peuvent prendre ça pour faire le bien du Burkina Faso. Donc, nous allons proposer par exemple la création d'artères agricoles. Parce que vous voyez que l'agriculture, là, si on ne développe pas l'agriculture, si on n'atteint pas l'autosuffisance alimentaire, nous serons toujours un pays dépendant des autres. Et nous serons toujours un pays qui va quémander. Alors que nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire, il suffit d'avoir des idées, il suffit d'avoir le courage et l'audace de rompre avec le système que nos bailleurs de fonds là ont mis en place et qui nous oblige donc à utiliser des OGM, qui nous oblige donc à utiliser des méthodes de production qui ne sont pas adaptées. Et les artères agricoles, c'est des structures qu'on va mettre auprès des CVD et mettre à leur disposition le matériel de travail, notamment des tracteurs et des semoirs et tout ce qu'il faut pour mécaniser l'agriculture. Et tous ceux qui veulent qu'on vienne labourer leurs champs s'adressent à l'artère agricole qui demande un petit moyen pour le gasoil. Et vous voyez que ça va créer de l'emploi et ça va booster la production agricole. Beaucoup de nos jeunes qui fuient, qui traversent la mer, ceux qui ont la chance de vivre, d'autres y restent, ils ne vont plus bouger parce que nous allons pouvoir produire, nous nourrir et vendre même à d'autres personnes. Donc voilà entre autres des idées que nous allons partager lorsque nous serons donc à l'Assemblée. Et je dis bien sûr, les candidats les peuvent prendre. Parce que la plupart, ils n'ont plus d'idées. Ça va construire et tout. Voilà. Donc, vous, une fois que vous y serez, vous ferez des propositions de loi dans ce sens. Voilà, nous ferons des propositions de loi dans ce sens. D'accord. Alors, au niveau de la jeunesse intègre, alors, à quoi est-ce qu'il faudra s'attendre? Comment est-ce que vous comptez arriver à ce changement que vous poursuivez? Bon, en fait, le président du NCC vient de le dire. Et pour que cela soit réalisé, il faut quand même que la société soit une société de bonne santé. Et si vous constatez notre société actuellement, la société est malade. La société a besoin de soins. Et si on dit une société malade, c'est au Burkina que je vois, c'est le seul pays au monde où je vois où le feu tricolore est vert et il faut siffler pour qu'on parte. Le feu est rouge, il faut siffler pour qu'on s'arrête. Ça, ce n'est pas une question d'État, ça, c'est pas une question. Nous-mêmes, nous voulons fonder notre politique sur nos bases d'intégrité. C'est pour ça la jeunesse engagée. L'intégrité, il faut être fier d'être burkinabé d'abord. Parce que si on dit le Burkina, c'est l'homme intègre. Et qui se reconnaît dans l'intégrité, il y a des fléaux en même temps que nous n'allons pas connaître. Parce qu'un homme intègre, il n'y a plus de corruption. Un homme intègre, il n'y a plus de vol. Un homme intègre, c'est celui qui se bat pour la construction de sa patrie. Et pour qu'on arrive à là, il faut que tous les Burkinabés reviennent à la notion de l'intégrité. Et nous allons faire de telle sorte que dans les formations, dans les établissements, que la notion de l'intégrité soit notée. Et ça va faire des critères de sélection et ça va suivre l'individu depuis la formation. Parce qu'on ne peut pas dire on est burkinabé et on te demande la notion d'un homme intègre, les valeurs d'un homme intègre, tu es incapable de le dire. Et le Burkina Faso, c'est le seul pays où les sociologues chôment. On ne connaît pas les valeurs d'un sociologue. On ne connaît pas les valeurs d'un psychologue. Nous allons faire de telle sorte que dans chaque quartier, que nous puissions mettre en place des centres d'écoute pour permettre à la population de se présenter et échanger et se libérer. Souvent, on a besoin de se confier à quelqu'un pour se libérer. Vous estimez qu'il y a beaucoup de frustration? Trop. Parce que, si vous regardez, j'ai donné un exemple, vous arrivez à un feu tricolore, il y a un policier, il y a un VADS, et le feu même qui est là, qui régule.
et on arrête, le policier est arrêté avec un fusil. Et malgré tout ça, il y a des individus qui se permettent de brûler ces feux. Ils ne sont pas normaux. La société est malade, tout à fait. Vous voulez travailler au changement de mentalité? Oui, il faut travailler au changement de mentalité, il faut s'impliquer, il faut voir, il faut repartir à la base, voir pourquoi c'est comme ça. Parce que tu sors, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu sors, tu ne sais pas ce que tu vas aller avoir comme boulot. Tu es diplômé, tu es maîtrisard, mais il n'y a aucune voie de sortie. Donc ça fait que présentement, il faut que les politiques là, ils donnent la place aux jeunes et il faut que les jeunes aussi arrachent la place. Il ne faut pas s'asseoir pour qu'on nous donne la place. La place doit être arrachée et nous voulons l'arracher par la voie des jeunes. D'accord. Voilà. Alors, Madame Ndiaye, du côté de Sidoya, comment est-ce que vous comptez, en tout cas, quelle stratégie est-ce que vous comptez mettre en place pour la mise en œuvre de ce que vous avez comme projet ou de ce que vous avez identifié comme changement à apporter? Étant donné que nous devons faire passer des lois et pour le vote à l'Assemblée, nous allons en tout cas faire des propositions pour la satisfaction des besoins de nos populations et travailler à ce que ces lois-là puissent être votées. Donc il me reste le Sénat BF, voilà, qui va nous décliner également sa stratégie de mise en œuvre de ces projets. Une fois à l'Assemblée, nous allons veiller à mettre en place une stratégie de communication inclusive. Même ceux-là qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous allons chercher à communiquer de sorte à nous faire comprendre davantage pour voir dans la même direction. Et à travers cette communication, comme je le disais, c'est de façon participative. Peut-être nous ne sommes pas aussi complets que nous le croyons. Nous allons essayer d'emprunter des idées d'autres partis pour renforcer nos pensées, pour renforcer nos idéaux. Il ne faut pas se dire qu'on est toujours suffisant. On peut emprunter. Et moi, je me dis que le Sénat BF, le Congrès des Nations africaines, depuis sa création en 2012, le 10 juillet 2012, nous avons créé ce parti en nous focalisant sur les pensées et les valeurs cardinales d'un homme qui a éclairé le Burkina Faso et l'Afrique. Il s'agit du capitaine Thomas Sankara. Et tout ce que nous avons en réalité comme action, c'est bâti sur justement les idéaux de cet homme que nous voulons partager. Peut-être il y a des gens qui connaissent ces idéaux-là, qui connaissent ce qu'il faut faire, mais qui ignorent, qui font semblant d'ignorer, ou qui n'acceptent pas parce que c'est dur. Ce qu'il proposait, c'est un peu difficile à faire, c'est un peu difficile à supporter. Mais il faut que notre génération se sacrifie, il faut que les gens se comprennent. Il faut un sacrifice de 25 ans minimum pour que le Burkina Faso puisse retrouver la santé tant attendue. Il faut changer les mentalités. Il faut que les gens se sacrifient encore. Il faut le sens du sacrifice, c'est un sacerdoce. En venant à l'Assemblée, en cherchant en fait, à être député, si une fois nous sommes à l'Assemblée, nous voulons faire comprendre aux gens qu'il faut un sacerdoce. Il faut un sacrifice. Voilà. Le député, ce n'est pas celui qui attend un salaire, mais c'est celui qui dit à la population, je suis prêt à me sacrifier afin que notre province se développe. Il donne aussi l'exemple. Il donne l'exemple. C'est ce que je voulais dire. C'est très bien de développer des aspects théoriques, mais il faut que toi, tu sois l'exemple. Il faut que tu sois cet homme qui inspire confiance à travers justement ses dits et ses actes. D'accord. Alors la campagne est ouverte depuis le 31 et je suppose que comme tous les partis, vous êtes sur le terrain. Dites-nous un peu ce que vous avez comme stratégie pour convaincre vos électeurs sur la pertinence de vos idées. D'abord, merci. Vous savez qu'en matière de campagne électorale, chacun affûte ses armes. Tout à fait. Les unes plus performantes que les autres. Et nous, nos armes, nous ne savons pas quelles sont les portées, mais nous essayons d'approcher l'électorat de façon ciblée. Par exemple, je te parlais tantôt de transformer les mentalités, de développer les activités dans le domaine alimentaire. Nous avons échangé avec les productrices, les transformatrices. Nous avons échangé avec des agriculteurs, nous avons échangé avec des éleveurs pour essayer de leur faire comprendre ce que nous avons comme vision pour ces pays. Tantôt, on parlait de l'autosuffisance alimentaire. Quand vous prenez notre logo, vous allez voir en bas, en bas de la carte de l'Afrique, il y a le coton. Ça veut dire que le côté vestimentaire, il faut que nous soyons autonomes. Vous allez voir en réalité deux épis de maïs
au cône de cône, c'est l'autosuffisance alimentaire que nous exprimons. Vous allez voir à l'intérieur justement de la carte un chapeau, c'est-à-dire un chapeau touche, qui exprime en fait la pensée. Et la pensée, c'est ce chapeau se trouve là où se situe le Burkina Faso sur la carte d'Afrique. Ça veut dire que le Burkina Faso doit être un exemple dans le Conseil des Nations africaines. Nous avons déjà le capitaine Thomas Sankara qui a épaté tout le monde. Allez-y au Rwanda. Les Rwandais vous diront que tout ce qu'ils ont vient du Burkina Faso. Mais nous dormons. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se dise la vérité. Réveillons-nous. Il disait tantôt que le Burkina Faso est malade. Nous sommes véritablement malades. Mais qui veut oser se sacrifier? Chacun pense que c'est l'autre qui doit souffrir pour que lui il puisse en jouir. C'est faux. On doit souffrir ensemble pour développer ces pays. Changeons un peu de mentalité. Osons inventer l'avenir de notre pays. Tout est possible. Et c'est pas trop tard. Alors, Madame Diaye, tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler de vos relations avec vos électeurs. Voilà, nous sommes à vous maintenant. D'accord. Avec nos électeurs, nous avions un langage de vérité, c'est-à-dire de sincérité et de respect. C'est-à-dire, nous sommes loin des promesses fallacieuses. Et nous leur disons ce qui peut être fait et ce qu'eux-mêmes ils doivent faire pour leur développement personnel. Parce que chacun doit se responsabiliser à tous les niveaux. Donc nous n'avions pas de promesses vraiment fallacieuses, nous n'avons pas de moyens, mais par contre à partager aux populations. Par contre, c'est que nous avions notre vision et qui est vraiment de booster le développement endogène. Et donc, ces activités-là, nous initions déjà ces activités-là au sein de la population, telles que la fabrique des savons. Nous n'attendons pas d'être élus pour commencer ces travaux-là. Nous avions déjà des couches que nous formons dans la fabrication de tout ce que je viens de citer. Et nous avions parmi nous des charpentiers également qui ont commencé déjà la formation dans ces différents domaines. Donc vraiment c'est une approche participative et déjà nous pouvons dire que ça donne très bien dans les 9 provinces où nous sommes représentés parce que nous avions vraiment l'adhésion des populations, ils croient en ce que nous disons et ils sont vraiment heureux de tout ce que nous proposons déjà et ce que nous allons faire quand nous serons à l'hémicycle. Alors aujourd'hui, avec l'ouverture de la campagne, est-ce que vous avez entrepris d'autres actions ou bien vous êtes resté dans la même dynamique? Oui, nous avions bien sûr entrepris d'autres actions. Je parlais tantôt de la formation. En plus de ces formations, nous avions vu que les routes que nous empruntions même pour la campagne et également, étant donné que c'est la période des récoltes, la population souffre pour pouvoir acheminer vraiment les récoltes chez eux à cause du mauvais état des pistes rurales. Donc déjà, Sudois a entrepris des actions d'entretien sur ces différentes pistes-là. Avec l'aide de la population. Avec l'aide de la population, voilà, avec l'aide de la population. Nous ne leur donnons pas tout. Eux aussi, ils sortent, ils amènent les agrégats tels que les cailloux sauvages, du sable et tout le reste. Et quand vous voyez, dans plusieurs provinces où nous sommes en tout cas représentés, nous avons déjà commencé ces activités-là. Comme vous le dites, c'est l'approche participative. Voilà, c'est l'approche participative. Voilà. Alors, la jeunesse intègre, comment est-ce que vous faites passer le message sur le terrain? Merci bien, madame. Nous avons la chance que nous sommes avec le peuple, nous vivons avec le peuple et nous connaissons le peuple. Nous connaissons les réalités. Vous êtes partie intégrante du peuple. Tout à fait. Nous ne sommes pas comme d'autres qui disent connaître le peuple et maintenant ils ne connaissent pas la réalité. Si vous regardez notre formation, le plus âgé a 39 ans. Après 39 ans, celui qui suit a 35 ans. Vous savez, on dit que la jeunesse aussi, c'est dans la tête. Hein? Oui, parce que c'est dans la tête, certes. Et la formation, elle est composée de majorité d'étudiantes et d'étudiants. Nous avons 8 étudiantes qui font partie de notre formation, que nous avons proposée sur notre liste. Et ils connaissent les réalités. Ils connaissent les problèmes que les étudiants vivent. Ils connaissent les problèmes aussi de sous-emploi, de non-employés. Donc, nous connaissons la société. Il ne suffit pas de dire que, voilà, nous sommes là avec un projet de société, c'est bien beau, on décrit, mais la faisabilité sur le terrain. Nous connaissons là où il faut commencer.
Je vous dis que présentement, 80% de ceux qui détiennent des cartes d'électeurs disent clairement qu'ils ne savent pas qui voter. Ils ne font plus confiance à cette vague de politiciens, en fait. Il faut que ça change. Et le changement, nous avons confiance que le changement va commencer par nous. Parce que nous venons pour changer. Parce que déjà, notre stratégie de campagne, elle est tout autre. Nous ne faisons pas de mobilisation où nous allons nous retrouver de meeting. Nous n'avons pas les moyens pour ça. Nous venons avec nos moyens de bord. Et nos moyens de bord, c'est la communication de porte à porte. D'accord. Et nous avons aussi une plateforme où toute la jeunesse se retrouve présentement. Les réseaux sociaux, c'est notre outil. Et les jeunes se retrouvent avec Donc nous passons aussi par les réseaux sociaux pour essayer de véhiculer notre message et pour essayer de nous faire connaître. Et je vous assure que nous sommes surpris même par le résultat. Donc ça montre à quel point les gens adhèrent à notre vision. Donc sur ce point, nous avons confiance que le soir du 22 novembre, il y aura une surprise. Vous serez agréablement surpris. Oui. D'accord. Nous verrons tout ça à l'issue de vote. Alors, monsieur Jean-Claude Kaboré, au niveau du NCC, comment est-ce que vous arrivez à faire passer le message sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Notre cause commune est implantée dans 32 provinces. Nous avons présenté des listes sur 8 provinces plus la liste nationale. Si nous avons fait ainsi, c'est parce que nous sommes pragmatiques, nous connaissons nos limites objectives. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Voilà, parce que c'est un parti politique que nous avons bâti. Nous avons décidé donc de construire le parti là dans la progressivité. Donc, notre stratégie, nous avons déjà des structures qui sont opérationnelles. Au niveau donc, que ce soit du groupe nomade, du village, du secteur, en remontant au niveau des arrondissements. Donc, c'est des équipes que nous avons déployées sur le terrain, voilà, qui font des rencontres de porte à porte et par moment des meetings, des rencontres, assemblée générale, meetings, s'il le faut, pour pouvoir passer notre message à un large public. Donc, voilà la stratégie que nous avons adoptée, y compris donc votre bienveillance, qui fait que nous avons les plateaux de télé, les radios, et autres pour pouvoir passer notre message. Parce que les autres, ils ont les moyens, ils peuvent faire des grands meetings et tout, mais de toute façon, par moment, ça donne l'effet de mousse. Parce que pratiquement, c'est les mêmes militants, très souvent, que les gens réunissent lorsqu'on les ramasse avec des cartes pour aller remplir les stades. Mais comme c'est une stratégie pour convaincre également, il faut bien s'adresser à la même cible. C'est une stratégie pour convaincre. Et moi, je pense que si on a décidé qu'on ne doit pas ramasser des gens avec des cartes pour aller faire l'enrôlement, si on a décidé qu'on ne doit pas partager des gadgets pendant la campagne, on ne doit pas ramasser des gens avec des cartes pour aller remplir des stades et autres. Il faut qu'on essaie de voir ça dans les réformes à venir. Ça va donner égalité de chances à tout le monde. D'accord. Alors, on va s'intéresser également à l'Union pour la République avec M. Boué. Oui. Votre stratégie sur le terrain, actuellement avec la campagne. Notre stratégie sur le terrain pour le moment. Et pour moi, je l'ai dit que l'UPR, la campagne est terminée. Parce que après chaque législative, on est toujours... Vous êtes permanemment sur le terrain. Oui. Lorsqu'on a dit que la campagne est ouverte, nous sommes repartis pour revoir ce qu'on a pu faire, ce qu'il nous reste à faire avec nos populations. Voici ce que nous sommes en train de faire présentement. Et c'est pour ça que je dis que nous avons toujours eu la chance d'aller à l'Assemblée nationale. Parce que cette chance-là, il faut la conserver. Et je prends un exemple, il a dit tout à l'heure, nous ne faisons pas du meeting. Non, on a les moyens pour pouvoir ramasser des cartes pour aller faire des meetings. Non. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, les gens sont en train de faire des meetings, pourquoi vous ne venez pas? Il dit non. Faites-moi un débit d'un meeting. Ils m'ont fait le débit de ce meeting. Je dis, mais vous oubliez que votre pompe à eau là, le débit là fait 1 million et quelques. Nous, on préfère venir réparer ça que de venir faire un meeting. On peut le faire, hein. Mais après le meeting, qu'est-ce que vous allez rester? Et c'est ce que nous avons fait. Et lorsque c'est quand même bizarre, il y a certaines localités, quand vous arrivez là-bas, vous parlez de votre parti politique, ils disent oui, mais c'est votre parti là qu'on en attend. Parce que les deux forages là, c'est le président, c'est le député qui a fait ça pour nous. Ça, c'est vraiment notre expérience. Quand on finit, on réfléchit. Et au niveau même de notre parti,
on nous a toujours dit à nos élus locaux, les conseillers, restez auprès de votre population. Rendez-nous compte de ce que la population a besoin. Donc, périodiquement, avant la campagne, chaque trimestre, nous faisons la réunion avec nos élus, on fait un plan objectif. Voici ce qu'on avait programmé, voici le but atteint, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est ce que nous avons rejeté pendant la campagne électorale. Là. Et on dit, bon, nous avons donné ça. On n'a pas pu réaliser ça parce qu'en termes clairs, on n'a pas promis. Maintenant, donnez-nous la chance d'accéder. Et je pense que maintenant, ça va rentrer dans les promesses futures. Et c'est ce que nous faisons. Okay. Voilà, il nous reste un peu moins de 8 minutes pour refermer l'émission. Je vais permettre quand même à chacun de passer un message avant qu'on ne se dise au revoir. Et je vais y aller avec mon voisin immédiat de droite, le Sénat. Ok. Merci. Je demande à tous les Burkinabés qui œuvrent, qui pensent que nous pouvons un jour aspirer aux États-Unis d'Afrique, de voter le Sénat-BF. Le Sénat-BF, qui est un parti qui veut un développement endogène véritable et durable. Au soir du 22 novembre 2020, nous souhaiterons en tout cas que vous votez pour un Burkina Faso de paix, de prospérité et de grâce divine. Nous voulons bâtir un Burkina avec vous. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que nous vous invitons à venir nous voter. Mais aussi, nous avons un homme que nous soutenons, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a déjà fait beaucoup, malgré les situations sanitaires difficiles. Et nous voulons, en fait, vous inviter à le voter également, parce qu'il mérite un second mandat. Nous vous remercions. D'accord. Sidoya, avec Madame Diab. Nous invitons en tout cas les populations qui veulent vraiment voir leurs conditions de vie changer à voter Sidoya parce que nous avions la détermination de contribuer davantage à leur bien-être au niveau de l'Assemblée en votant en fait toutes les lois qui vont prendre en tout cas en compte la satisfaction de leurs besoins et nous allons tout faire pour que ces lois-là puissent passer. Donc, j'invite la population à ne pas se tromper de logo, à pointer du doigt le logo de Sidoya, qui est composé de femmes et d'hommes qui se tiennent la main, et de 4 cases, et d'un soleil qui est le soleil et l'air de la vérité, et également d'épis de mil et de poules, qui représentent en tout cas les secteurs pourvoyeurs de l'emploi au Burkina Faso ici. Voilà, donc c'est ce message que j'avais à donner aux populations des provinces où nous sommes représentés. D'accord. Monsieur Boué de l'UPR. Merci bien, madame. Je voudrais dire à la population du Burkina Faso, aux militants et militantes de mon parti, le soir du 22, que nous soyons victorieux, tout simplement en votant le baobab, un arbre majestueux, un arbre ancestral, un arbre sur lequel on fait la paix, un arbre sur lequel on se réconcilie. Et si la population burkinabé veut vraiment une émergence, si il faut voter l'UPR, parce que c'est ce parti qui donne des députés proches de la population pour le développement. Et pour terminer, je dirais également de voter le candidat Christian-Marc Kaboré. Il est le candidat investi par l'UPR pour les élections présidentielles. D'accord. Alors, M. Kaboré du NCC. Nous allons demander au peuple burkinabé de se réveiller parce que l'heure est grave. Nous sommes à un tournant kéros donc de notre histoire où vraiment face donc au mot qui mène notre société et à la fissure donc de notre tissu social, il faut que les gens votent des gens qui sont résolument engagés dans la dynamique de la réconciliation, de la cohésion sociale. Des hommes de paix et des hommes de vision qui peuvent nous apporter une meilleure gouvernance, qui peuvent rendre justice à tous les Burkinabés, arriver à les mettre au même niveau, à la même niveau d'égalité, au même niveau de justice sociale. Et nous disons que notre cause commune, qui est un nouveau parti, nous n'avons pas un bilan à défendre, mais nous avons des idées que nous avons partagées un peu partout. Vous voyez bien que c'est un parti de progrès, un parti de réforme,
un parti qui peut apporter des idées pour la transformation de la société. Entre autres idées, c'est ce que nous avons eu à dire ce soir-là pour la réconciliation, au niveau de l'éducation, au niveau du foncier, au niveau de l'agriculture. Oui, elle est assez vite. Donc nous appelons donc la population du Burkina Faso à voter notre cause commune. La feuille verte, c'est l'unique feuille verte dans les logos des partis. Une feuille verte et puis une étoile jaune. La feuille de l'arbre qui nourrit, l'arbre qui soigne, l'arbre qui protège pour le bien du Burkina Faso. Je vous remercie. Monsieur Salfo Ouedraogo, Jeunesse Intègre, c'est avec vous qu'on va refermer le tour de table. Merci bien. Et nous n'allons pas quitter ce plateau sans avoir une pensée à cette jeunesse qui est au front. J'ai parlé ici nos braves FDS qui représentent valablement la jeunesse burkinabé, qui mène une lutte patriotique pour que le Burkina retrouve la paix et sa stabilité d'antan. Donc, mon message à la jeunesse du Burkina Faso, vous avez été pendant longtemps oubliés. Voici l'occasion de conduire vos représentants à l'Assemblée. Donc, je vous demande de faire un choix utile. Ayez confiance à la jeunesse. Encouragez vos camarades qui se sont lancés pour permettre à d'autres de se joindre dans la lutte. Merci bien. D'accord. Alors, au cœur des législatives de ce soir, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que sur ce plateau, nous avions l'UPR, l'Union pour la République, avec M. Boué Khalifa Paul. Nous avions également le Sénat BF, le Congrès des Nations africaines avec M. Sanfo Paulin. Avec nous également la jeunesse intègre engagée pour le développement avec M. Salfo Ouedraogo. Nous avions également Mme Ndiaye Siritié Kadjatou de Citoyens, un regroupement d'indépendants, et le NCC, notre cause commune, avec M. Jean-Claude Kaboré. Le Parti pour le travail et la démocratie a répondu absent ce soir, mais qu'à cela le tienne, l'émission s'est très bien passée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Bonsoir.